Bonjour et bienvenue sur la micronutrition 2.0.com. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en présence du docteur Didier Schoss qui nous fait donc l'honneur de sa présence. Nous allons discuter de micronutrition. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Didier est le président de l'UEDM et donc à la base médecin du sport. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené à devenir le président de l'UEDM? Eh bien, je suis médecin de formation et je me suis intéressé depuis le début de ma médecine à tout ce qui est alternative thérapeutique. Et au bout de quelques années, il y a deux domaines qui m'ont plus particulièrement intéressé, qui ont été la nutrition et la psy, qui sont peu enseignés en médecine. Et dans ce domaine, j'ai eu l'opportunité de développer avec quelques amis médecins, des amis biologistes, ce qui a été le début de la micronutrition, c'est-à-dire travailler dans un groupe qui a commencé à formuler des compléments probiotiques et des compléments de micronutrition. Et dans ce cadre-là, donc, j'ai eu à m'occuper de la formation, de la pédagogie des professionnels de santé. Et on a décidé, donc en 95-96, de fonder un institut de micronutrition. Et c'est à partir de 97 qu'on a fondé cet institut et dont j'ai été le président et dont je suis toujours le président. Aujourd'hui, en 2016, d'accord. Donc en ce qui concerne l'Institut européen de diététique et de micronutrition, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en parler. Moi je trouve que c'est un intitulé qui ne correspond pas forcément à ce que vous faites au sein de l'UEDM, vu qu'on est vraiment dans une approche qui est différente de l'approche classique qui est proposée par la diététique, c'est-à-dire plutôt dans une logique de qualitative et quantitative de l'alimentation. On est plutôt dans une approche fonctionnelle de l'alimentation en micronutrition. Et aujourd'hui, toi, quelle est ta vision de la micronutrition de manière générale, la différence avec la diététique? C'est vrai que c'est un petit peu flou comme concept et les patients sont un peu perdus quand on parle de micronutrition. Alors c'était un débat de savoir comment on allait intituler cet institut. Et je me souviens, puisqu'on a eu ce débat-là avec Dr Christian Leclerc et André Burkel, qui était le biologiste et responsable scientifique du concept de micronutrition. Et l'idée était d'associer le terme diététique à micronutrition dans le sens que Hippocrate donnait au terme diététique, qui était dans le sens où la diététique, c'est-à-dire mieux manger et pouvoir effectivement permettre à ce que l'alimentation soit un des aspects les plus importants de la médecine, soit avec l'activité physique et sportive, une sorte d'art de vivre. Donc c'était la diététique. Donc c'est André Burkel qui nous a sensibilisé sur cet aspect des termes. Et nous voulions associer le terme diététique pour bien signifier que la micronutrition n'était pas simplement que prescrire des compléments alimentaires, mais c'était également s'intéresser au plus près de la façon de manger et de pouvoir effectivement orienter selon les besoins de chacun l'alimentation. Donc ces deux aspects pour nous étaient importants. Et c'est vrai que le terme diététique parfois est connoté de manière différente. Effectivement. Aujourd'hui, alors moi ça fait à peu près 6 ans que j'ai découvert la micronutrition. J'ai commencé par différents séminaires avec le laboratoire Pilège. Finalement, j'ai continué, j'ai fait 1 ou 2 diplômes universitaires de micronutrition et finalement j'ai découvert l'UEDM il y a à peu près 2 ans, donc assez tardivement. Comment est-ce que tu expliques le fait que finalement l'UEDM, on puisse ne découvrir cet institut que de manière fortuite et assez tardive, aussi bien pour les médecins que les pharmaciens? Alors ça dépend de son parcours. L'UEDM a été le premier institut qui a proposé des formations de micronutrition par son cycle de formation en micronutrition qui existe toujours maintenant et a participé à l'élaboration des programmes et de l'animation du premier diplôme universitaire alimentation et micronutrition de Dijon, donc à partir de 2001. Il a été extrêmement partie prenante et il est toujours
l'Institut de référence de formation en micronutrition. Et aujourd'hui, nous sommes sollicités pour participer à l'élaboration de programmes et à l'animation de diplômes universitaires en pharmacie et puis maintenant à l'étranger, puisque on vient de terminer notre premier diplôme universitaire à l'étranger. Le premier pays, c'est le Maroc. D'accord. Donc aujourd'hui, finalement, lorsque un professionnel de santé veut se former à la micronutrition, clairement, il faut passer par l'IEDM. Il faut devenir membre de l'IEDM. En tout cas, c'est une solution contre l'excellence. En plus, si on tape micronutrition sur Google, ça rank très bien. Oui, on tombe sur IEDM, donc c'est difficile pour passer à côté. De passer à côté. Donc aujourd'hui, vous proposez un stage de formation à la consultation de micronutrition. On propose une formation de base qui se passe sur un cycle de 6 journées, c'est ça, qui maintenant introduit des aspects pratiques d'utilisation des outils de la micronutrition, notamment les questionnaires informatisés. Bon, c'est une formation théorique et de la théorie de la pratique. Et ensuite, pour arriver à véritablement affiner sa pratique personnelle, on organise en collaboration, notamment avec le groupe Pilège, des ateliers de micronutrition et des choses dans ce genre. D'accord. Donc tu nous disais que l'IEDM intervenait notamment dans l'élaboration des diplômes universitaires. Alors moi personnellement, j'ai passé 2 diplômes universitaires à la faculté de médecine et de pharmacie de Dijon. Donc le micronutrition conseil à l'officine et le nutraceutique. Et cette année, je passe le DU psychologie et pédagogie des comportements alimentaires. Alors j'avais voulu en parallèle passer le DU biomarqueur et finalement le DU n'ouvre pas, faute d'inscrits. Alors toi aujourd'hui en tant que président de l'IEDM, quels sont les DU que tu recommandes? Quels sont ceux qui pour toi sont indispensables? Et quels sont ceux dans lesquels vous intervenez plus ou moins? Alors la micronutrition a bien pris sa place au niveau d'une conception de la médecine de demain qui est une médecine qui est associée à la médecine classique plus curative, une médecine préventive individuelle, dans laquelle on situe bien les valeurs complémentaires de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène physique et de l'hygiène mentale. Et ces 3 aspects aujourd'hui sont effectivement enseignés avec tous des concepts très modernes. Alors effectivement, il y a l'alimentation santé, la micronutrition et ce qui tourne avec, qui est l'aspect alimentaire et l'aspect du conseil de l'alimentation. Il y a un aspect très important qui est l'activité physique. Et là, notre ami et confrère Denis Richet a développé un diplôme universitaire sur Poitiers qui s'appelle Nutrition, Micronutrition, Exercice et Santé. Qui est aussi à La Réunion d'ailleurs. Et qui a développé également avec les mêmes équipes à La Réunion. Et ensuite, il y a l'aspect psy qui est extrêmement intéressant et dans lequel l'IEDM participe, qui s'appelle Psychologie et Pédagogie alimentaire, qui est coordonné par le docteur Jacques Fradin. Donc ça, ce sont les 3 aspects. Et pour compléter les performances et les compétences dans le domaine de la micronutrition, on considère qu'effectivement le DU de biomarqueur, qui est dirigé par le Dr Philippe Tournesac, est un DU de perfectionnement très intéressant. Donc on a ces 4 aspects qui sont importants et qui situent à la fois les bases de la formation et puis les perfectionnements. Donc on espère que le DU biomarqueur aura plus de succès l'année prochaine. Voilà. Parce que cette année, visiblement, ça n'a pas été le cas. Ouais. Donc à côté des formations que vous proposez au sein de l'IEDM, des diplômes universitaires qu'on peut donc passer en faculté, quels sont les autres moyens de se former? On parle beaucoup de laboratoires quand même, de formations proposées par les laboratoires. Qu'est-ce que tu en penses? Les laboratoires étaient en première ligne pour effectivement donner des informations sur la micronutrition, puisque à l'époque où les concepts se sont développés, il n'y avait pas de formation officielle dans ce domaine. Et c'est vrai qu'en la matière, le groupe Pilège a été l'initiateur du concept de micronutrition avec une recherche scientifique et une recherche médicale qui a été de très haut niveau. Et nous avons pu acquérir toute la matière
médicale et scientifique au sein de l'IEDM, grâce au travail du service scientifique de leur groupe, et nous continuons à collaborer avec ce service scientifique puisque nous avons pu bénéficier de l'intervention du service scientifique avec les docteurs et sciences qui travaillent depuis pas mal d'années sur la recherche dans ce domaine pour animer le DU que nous avons coordonné avec l'Université des sciences et de la santé du Maroc. Et nous avons pu bénéficier de ces compétences-là. C'est vrai que tous les laboratoires n'ont pas la même qualité de formation continue, mais effectivement c'est une source de formation très intéressante. Très bien, bon, j'ai eu raison d'assurer ma formation continue avec le laboratoire Pilège. Concernant le grand public qui est un peu perdu parmi le flot d'informations plus ou moins vérifiées sur la santé, les conseils alimentaires, aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais donc à un patient lambda, vers qui est-ce qu'il peut se tourner? Pour avoir ces conseils-là? Voilà, pour prendre en charge sa santé grâce à la micronutrition. Nous considérons qu'aujourd'hui, les professionnels de santé qui sont le mieux habilités à pouvoir dispenser ce type de conseils, ce sont ceux qui sont formés à la micronutrition, et on a une prédilection pour ceux qui sont passés par les enseignements de l'IEDM, puisque effectivement on a un certain nombre de points de vue de la micronutrition qui ne sont pas forcément ceux de tout le monde, et nous préconisons notamment sur le plan des conseils alimentaires des choses extrêmement précises pour effectivement éclaircir les débats sur certains aspects un peu cacophoniques qu'on peut entendre ici et là. Donc voilà, nous on a actuellement un peu plus de 1200 membres de professionnels de santé qui adhèrent et qui sont à jour de cotisation à l'IEDM. On a sur le plan médical autour de 600 à 700 experts qui sont véritablement des gens qui ont eu une solide formation. Nous participons également à l'animation de beaucoup de pharmacies qui sont devenues expertes en micronutrition, et aujourd'hui en France on en a plus de 5000 aujourd'hui qui ont fait cette démarche de formation. Ça va dans le très bon sens pour que ce soit du côté des pharmaciens et des médecins, mais aussi de diététiciens, de sages-femmes, on a véritablement des gens compétents. Donc il suffit finalement de contacter l'IEDM pour trouver facilement, oui, plus ou moins facilement. On a un service de secrétariat qui marche tous les matins, qui recueille les appels téléphoniques des patients, des médecins aussi qui sont en demande d'information, et les patients peuvent avoir sur demande d'information les professionnels de santé autour de chez eux qui pratiquent et qui ont suivi les formations adéquates. Très bien, donc voilà, vous avez l'information. Aujourd'hui, c'est vrai que la micronutrition, c'est un domaine qui est peu connu du grand public, et finalement, c'est un exercice assez compliqué que de définir la micronutrition en quelques phrases, de manière assez simple, pour qu'une personne lambda puisse comprendre qu'est-ce qu'on fait réellement en micronutrition, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on prend en charge la santé du patient, et effectivement de bien réussir à faire la différence entre les approches de diététique classique et les approches qu'on réalise en micronutrition. Alors moi, je rate toujours ma définition, je me lance toujours dans des définitions qui sont à rallonge et je perds la moitié de nos lecteurs et nos abonnés. Alors aujourd'hui, j'en profite, tu es là, est-ce que tu peux nous donner ta définition idéale de ce qu'est la micronutrition? Alors la difficulté auquel tu dois être confronté, et puis c'est celle qu'on a connue aussi, c'est qu'effectivement, quand on aborde le terme de micronutrition, il y a deux aspects. Il y a la matière de la micronutrition comme la nutrition, et on va dire, pour définir ce qu'est cette matière, c'est finalement la micronutrition s'intéresse à la partie non énergétique de l'assiette. Et donc dans cette partie non énergétique, il y a effectivement toutes les familles qu'on appelle les micronutriments, dans lesquels les acides gras polyinsaturés, oméga 3, dans lesquels les acides aminés essentiels, les polyphénols et tous ces éléments-là. Et puis à côté de ça, la micronutrition a mis l'accent également sur tout ce qui participe à la modulation du microbiote qui ont des effets probiotiques et prébiotiques. Donc ça c'est la matière un peu fondamentale, on s'intéresse à ça, et l'étude scientifique fondamentale porte là-dessus. Puis après il y a la pratique. Et la pratique de la micronutrition, ça faut
faut l'évoquer dans ce qu'elle peut avoir de différenciant par rapport à la nutrition dite classique, ou celle qui a été enseignée pendant longtemps. La nutrition s'était d'abord focalisée beaucoup plus sur les problèmes de surpoids, d'obésité ou de complications, alors que la micronutrition s'intéresse à toute la médecine, c'est-à-dire tous les aspects de la médecine. On est revenu à une vision de la consultation qui concerne l'alimentation de manière un peu hippocratique, c'est-à-dire que ça soit un élément fondamental de la consultation médicale. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est effectivement avoir une approche personnalisée pour définir quel est le conseil alimentaire adapté à la personne, et nous considérons que chaque personne devrait avoir sa propre alimentation. Il n'y a pas de régime idéal. Il n'y a pas le régime idéal qui irait à tout le monde. Ça, c'est des études qui montrent qu'il y a des grands principes qui sont intéressants, mais pour chaque personne dans une consultation, il y a une adaptation de l'alimentation qui doit tenir compte de tous les facteurs. Et à côté de ça, se pose la question de savoir si une complémentation alimentaire, que ce soit en complément ou en probiotique, s'avère pertinente pour le cas posé. Et là, nous pensons qu'il y a de très nombreuses situations où effectivement une complémentation peut non seulement amener une amélioration de l'état de santé, mais en plus permettre à éviter des médicaments de manière chronique, et donc éviter les dépenses médicamenteuses autant pour l'argent public que pour l'écologie de l'organisme. Donc dans la pratique, c'est un petit peu ça. Et la micronutrition aussi a permis dans la consultation de privilégier une pédagogie alimentaire très particulière et qui tient compte de la façon dont on peut intéresser l'individu de manière à pouvoir faciliter le changement, puisque quand on essaye de faire des conseils alimentaires, il faut apprendre à changer, et que l'accompagnement du changement, c'est quelque chose de pas toujours très facile. Très bien. Je ne sais pas si c'est pas toujours très court. Oui, voilà, c'est ça. On a du mal à trouver des définitions qui tiennent en quelques lignes. Voilà, mais on peut le faire. On l'a déjà fait, mais il faut quand même expliquer un peu les choses. Il va falloir s'exercer encore un petit peu plus. Donc dans une consultation de micronutrition, souvent les patients ont peur de deux choses. Alors la première, c'est le fait de devoir ressortir avec 10 compléments alimentaires à prendre, donc la peur de prendre des compléments alimentaires. Et la seconde, c'est ces fameux bilans biologiques spécifiques qui ne sont pas remboursés et qui sont donc plus ou moins onéreux. Donc, moi, pour tout ce qui concerne la prise de compléments alimentaires, j'estime que lorsque on prend des compléments alimentaires suite à une consultation et que donc il y a une prescription qui a été vraiment spécifique, individualisée, ça ne peut être que bénéfique pour le patient. Ça lui évite de prendre des compléments alimentaires à droite à gauche qui sont finalement en libre service en officine. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette prise de compléments alimentaires? Tu as commencé à aborder le sujet. Comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser les patients à la prise de compléments alimentaires et surtout éviter qu'ils aient peur finalement de prendre ces compléments alimentaires? On a l'habitude de dire en micronutrition que les compléments alimentaires ne sont utiles, ne sont pertinents que lorsqu'il y a un véritable besoin de la personne. Donc la consultation de micronutrition a pour but de définir le besoin et finalement de dépister ce que sont les déficits, voire parfois les excès, et les déficits à la fois micronutritionnels et les déficits fonctionnels. Donc à partir du moment où on a déterminé une relation entre les déficits fonctionnels et les déficits alimentaires, lorsqu'on a fait une relation avec les plaintes et les problèmes de santé de l'individu, il est facile de pouvoir expliquer en quoi on aurait le besoin de prendre pendant quelques semaines, voire parfois quelques mois, un certain nombre de compléments. Et la philosophie en micronutrition est de faire le mieux avec le moins. C'est ça, avoir une prescription minimale efficace. Une prescription minimale, et c'est pour ça qu'on privilégie la hiérarchisation des problèmes. On hiérarchie les problèmes de manière à commencer à traiter ce qui semble le plus important et qui peut parfois, avec des choses assez simples, avec quelques conseils alimentaires et parfois deux compléments qui sont vraiment bien prescrits et à l'endroit où il faut, avoir des résultats sur plein d'aspects. Et il faut laisser effectivement l'organisme s'imprégner d'une nouvelle alimentation et parfois d'une complémentation qui va augmenter l'efficacité du résultat et faire du pas à pas. Et c'est acquérir aussi la confiance du patient
Et puis, savoir que les modifications d'état de santé, ça peut se faire sur plusieurs mois. Et voir, être patient. Et plus de temps, et puis ça permet aussi d'installer les conseils alimentaires dans la durée. Ça, donc, en gros, un professionnel de santé qui fait de la micronutrition au quotidien doit être vraiment dans une logique de hiérarchisation de ses prescriptions. Oui. Et il y a souvent, un patient ressort souvent avec au moins un complément alimentaire. Bah, ça dépend. Il peut se passer que les gens, avec des conseils alimentaires à minima, n'aient pas forcément besoin, et on peut tout à fait imaginer qu'on puisse sortir d'une consultation sans complément si le besoin ne se fait pas. Moi, ça m'est jamais arrivé. Trop Mais prescrit. généralement, comme les patients viennent pour des problèmes de santé, qui ont des plaintes qui sont parfois assez chroniques, donc c'est bien rare si on ne trouve pas des déficits à combler. Donc c'est vrai que ça peut être, mais parfois à minima, un ou deux compléments peuvent déjà lancer le processus et avoir de très bonnes améliorations. Et au niveau de la qualité des compléments alimentaires, donc on a parlé de la qualité de la recherche scientifique de certains laboratoires, et au niveau de la qualité des compléments alimentaires, parce qu'aujourd'hui sur le marché, en officine, on retrouve de nombreux laboratoires qui proposent tous plus ou moins les mêmes compléments alimentaires quand on n'y connaît pas grand-chose. Comment est-ce qu'on peut savoir vers quel laboratoire se tourner? Ça, c'est le problème le plus difficile, puisque effectivement la qualité ne se voit pas ni sur la boîte, pas sur le packaging, ça c'est ni sûr. sur la boîte, puisque effectivement les informations sur la boîte ne sont que des informations sur les ingrédients et les doses, mais quel patient peut effectivement avoir la parfaite connaissance de ce qu'il faut comme ingrédient et ce qu'il faut comme dose, c'est assez compliqué. Et puis c'est le mystère surtout sur la source, sur le sourcing. Les procédés de fabrication, des matières premières. Les matières premières. Procédés de fabrication. Et j'en veux pour preuve la qualité des probiotiques, qui sont effectivement des bactéries vivantes et qui demandent une expertise absolument fabuleuse, qui permettent d'obtenir ce qu'on appelle la caractérisation de la souche, qui est d'une complexité inouïe et qui fait qu'aujourd'hui, peu de laboratoires maîtrisent cette caractérisation et qu'on met sur le marché encore aujourd'hui beaucoup de produits, on va dire marketing, et qui de très mauvaise qualité en termes de probiotiques. De qualité plus ou moins médiocre, mais effectivement, là, quand on va commencer à faire de la complémentation de nutrition sérieuse, il y a intérêt de s'entourer de toutes les garanties. Et quelle est la garantie? C'est la documentation que va vous donner les laboratoires et puis la façon dont ils travaillent. Quand on s'y intéresse et quand on commence à comprendre comment ça se passe, on arrive assez facilement à déterminer ses choix, de bons choix là-dessus. Parce que d'autant plus que pour les probiotiques, il existe des dizaines de milliers de souches. Et aujourd'hui, on sait aujourd'hui qu'il y a des familles de probiotiques qui agissent sur telle ou telle partie du système immunitaire. Et souvent, quand on est une personne lambda, qu'on va en officine et qu'on demande un probiotique, on prend un peu tout et n'importe quoi sans savoir. Donc la prescription de probiotiques, c'est quand même une prescription qui est très particulière et très spécifique. C'est pour ça que la formation est indispensable, puisque dans nos formations, on indique ce que sont les souches qui permettent d'avoir effectivement tel ou tel effet sur le système immunitaire et sur d'autres indications. Et aujourd'hui, les médecins connaissent bien ça, les pharmaciens formés savent très bien comment fonctionnent les probiotiques et disposent des bons critères de choix, parce qu'ils vont se former. Donc la formation, on en revient toujours à ce point primordial de se former avec l'IEDM, avec aussi au travers des DU. Concernant donc la deuxième crainte un peu des patients qui est celle donc, des bilans biologiques. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le patient il a l'habitude de faire des bilans classiques qui sont pris en charge par la sécurité sociale et par les mutuelles. Au cours de consultation, on est amené à prescrire des bilans spécifiques, effectivement qui ne sont pas remboursés, qui peuvent coûter cher, même très cher. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux patients pour les rassurer? Quel est le moyen qu'on peut avoir pour orienter encore une fois nos prescriptions? Comment est-ce que le praticien doit orienter sa prescription de bilan? Alors, pour nous, la biologie, c'est véritablement un outil extraordinaire.
on arrive à individualiser les besoins d'un patient grâce à cet outil qui est incontournable. Maintenant, effectivement, la problématique est de savoir quel marqueur biologique est vraiment indispensable et dans le cadre de la consultation, à quel moment on va le prescrire et dans quel but. Alors là, notre point de vue à nous, ce n'est pas le point de vue de tous ceux qui pratiquent la biologie, c'est d'abord de s'entourer de tous les outils d'information qui sont gratuits. Tout ce qui est questionnaire fonctionnel. On a mis en place beaucoup d'outils fonctionnels, l'analyse de composition corporelle, l'étude des antécédents familiaux, l'étude des antécédents personnels, l'histoire de la maladie. Tout ça, ça ne coûte rien. Et ça nous permet d'avoir une possibilité de définir le profil de l'individu, du patient qu'on a en face de nous, et d'orienter les hypothèses sur lesquelles on peut vraiment avoir des doutes sur la possibilité d'avoir tel ou tel déficit fonctionnel ou nutritionnel, et de sélectionner véritablement ce qu'on a envie de savoir. Et un outil biologique n'est intéressant que quand on a défini ce qu'on cherche. Si on a déjà une piste en fait, une Voilà. stratégie, si on sait ce qu'on cherche, voilà. le résultat biologique va être déterminant. C'est-à-dire on n'est jamais déçu, même si le résultat est négatif, on sait que c'est négatif, c'est une réponse positive. C'est pour ça qu'on arrive à faire des bilans biologiques à minima, et quelques marqueurs parfois bien choisis nous permettent d'avoir des renseignements très importants. Il nous semble peu raisonnable dans l'état actuel des choses où cette biologie n'est pas remboursée par la sécurité sociale, de systématiquement donner à des gens un peu à l'aveugle des bilans qui vont coûter 300 à 500 €, voire plus. On le voit souvent, ça, des bilans d'intolérance alimentaire avec des... C'est vrai que nous préconisons une hiérarchisation des outils biologiques et en particulier dans le domaine des intolérances alimentaires, lorsque nous sommes confrontés à un patient qui présente des troubles fonctionnels digestifs, des colopathies, des syndromes d'intestin irritable, il ne nous semble pas forcément utile en première intention d'aller doser des immunoglobulines anti-aliments avec des kits de 300 ou de 500. Ça se fait quand même fréquemment. Ça se fait en première intention, ça ne nous paraît pas être une bonne chose. Il nous paraît beaucoup plus utile d'aller explorer l'inflammation, la perméabilité et de pouvoir effectivement à partir de là commencer à apporter les conseils alimentaires, éventuellement un traitement probiotique. On propose des modèles alimentaires, des modèles d'épargne digestive qui nous permettent d'avancer avec des traitements probiotiques, des cicatrisants. On arrive à de très bons résultats et puis après de voir si véritablement ceux qui sont encore en échec après les premières tentatives d'envisager d'aller chercher l'aliment qui serait responsable, mais c'est une stratégie, quoi. On est vraiment dans la stratégie. La biologie, c'est vraiment un outil fabuleux, mais encore une fois, savoir toujours ce qu'on cherche, et puis avoir un raisonnement progressif, pas à pas, et de trouver les meilleures réponses pour chaque individu. Donc à utiliser, mais avec parcimonie. Avec parcimonie, dans une logique de stratégie. Et puis en essayant toujours d'avoir la meilleure qualité de vie. Vous l'avez bien compris, des bilans biologiques, il va peut-être falloir en faire, mais bien évidemment, ils vont être prescrits avec parcimonie, en fonction de l'élaboration de la stratégie qui aura été mise en place, en fonction de l'étude des sites fonctionnels, des questionnaires. Donc il y aura peut-être des bilans à faire, mais pas forcément des bilans à 300, 400, 500 €. D'accord ? Aujourd'hui, les laboratoires, c'est un peu comme les laboratoires de compléments alimentaires. Il y a pas mal de laboratoires qui font de la biologie spécifique. Est-ce qu'il y a des laboratoires que tu recommanderais plus que d'autres pour la fiabilité de leurs résultats? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un laboratoire de référence? Nous, on a beaucoup travaillé avec un laboratoire dont les conseils scientifiques ont été faits par un biologiste qui était à l'origine de tous ces bilans qui s'appelle André Burker. Donc on a beaucoup travaillé et de notre point de vue en tout cas, c'est un laboratoire qui a une belle fiabilité. C'est vrai qu'en France, on a pris un petit peu de retard sur la biologie et sur les plateformes pour pouvoir disposer de ces marqueurs-là. Ça commence à se faire et on a certains laboratoires français maintenant
qui s'intéressent à ces démarches et on espère que ces bilans seront disponibles beaucoup plus facilement dans tous les laboratoires français et qu'on pourra disposer de ce type de marqueurs beaucoup plus facilement que ça l'est aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est quand même un frein à la prescription, de se dire bon, déjà qu'il faut que le patient accepte de payer donc le tarif meilleur, et puis trouver un laboratoire qui nous permet d'avoir des résultats fiables, parce que si c'est pour avoir des résultats et sur lesquels finalement, qui sont discutables, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, on a défini ce que c'était que la micronutrition, les grands principes, ce qu'on pouvait attendre d'une consultation, mais les patients se demandent quand même souvent, est-ce que ça pourrait m'être utile la micronutrition? Est-ce que j'en aurais besoin? Parce que finalement je suis en bonne santé, je ne me sens pas particulièrement mal. Donc aujourd'hui, moi je sais que dans ma patientèle, j'ai essentiellement une patientèle féminine, des problèmes de surpoids, d'obésité, des troubles liés à la ménopause. Donc voilà, c'est un peu le profil un peu de ma patientèle. Donc toi, avec tout le recul que tu as sur la consultation de micronutrition, est-ce qu'il y a un profil type de patient et finalement à qui s'adresse la micronutrition? Est-ce que la micronutrition ne s'adresse qu'à des patients malades? Alors, avec le recul, il y a 3 niveaux d'intervention qu'on pourrait définir avec, de manière à simplifier les choses. Effectivement, les gens qui sont qualifiés de malades et qui ont besoin de traitement pour avoir développé une maladie, ils ont une maladie cardiovasculaire, ils ont un diabète, voire ils ont eu un cancer, etc., ou toutes les maladies dégénératives, l'arthrose, l'ostéoporose. Eh bien, tous ces patients ont effectivement une intervention dans les mécanismes qui ont développé leur maladie, une implication de leur alimentation et éventuellement de la présence d'un certain nombre de déficits. Ces gens-là, bien entendu, ils ont besoin d'avoir une démarche complémentaire et la micronutrition est évidemment pour eux. Alors complémentaire, pas à la place. Voilà, c'est une démarche complémentaire qui aujourd'hui est assez bien validée par la médecine classique. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, un élément hyper important, c'est ce qu'on a pu découvrir avec la micronutrition, c'est la pertinence de l'approche micronutritionnelle sur tous les symptomatologies fonctionnelles, et en particulier les troubles qui font 85% des motifs de consultation, que ce soit au comptoir chez le pharmacien ou chez le médecin généraliste, les gens qui se plaignent de fatigue, de troubles de l'humeur, de troubles du sommeil, de douleurs ostéo-articulaires plus ou moins récidivantes, des problèmes digestifs, des problèmes infectieux chroniques, des problèmes circulatoires. C'est très vaste. C'est très vaste. Et bien là, l'approche micronutritionnelle s'avère, et là les outils fonctionnels sont hyper intéressants, on arrive à avoir des résultats qui sont vraiment très bons. En plus, on n'est pas dans des maladies qui se sont encore développées, donc on a la possibilité véritablement d'améliorer les symptomatologies, que les gens se sentent mieux, plus performants. Et puis après, on a effectivement des gens qui n'ont pas encore de troubles vraiment chroniques, mais par contre qui recherchent soit la performance, ça peut être les sportifs, l'esthétique, ça peut être les femmes, et une espérance de vie en meilleure santé. Donc de commencer à effectivement évoluer dans un climat nutritionnel et micronutritionnel qui soit de meilleure qualité pour ça. Et là, il y a véritablement une approche en micronutrition. C'est 3 niveaux d'intervention. Quand tu fais référence aux patients qui sont souvent effectivement des patients qui ont des plaintes sur le surpoids, l'obésité ou les difficultés, les résistances à l'amaigrissement, ce sont des problèmes qui ne sont pas simples du tout. Et là, la micronutrition, dans ces problèmes assez complexes, puisqu'il y a plusieurs aspects, que ce soit des aspects au niveau du cerveau, des neuromédiateurs, que ce soit au niveau digestif, que ce soit au niveau métabolique, on a vraiment une approche qui s'avère très pertinente. Et c'est pareil pour plein de symptomatologies difficiles à traiter, des douleurs multiples comme dans la fibromyalgie, les syndromes de fatigue chronique que l'on rencontre de plus en plus, ou les syndromes anxio-dépressifs qui traînent et qui ne sont pas forcément traités de manière efficace par les antidépresseurs, les anxiolytiques. Donc tout ça qui est assez complexe, on arrive véritablement à avoir une approche très intéressante dans cette approche plutôt généraliste, plutôt systémique. Voilà. Donc finalement, la micronutrition, ça intéresse un peu tout un chacun. Voilà.
Donc pour terminer cette discussion en ta compagnie, quelles sont les pistes de développement aujourd'hui de l'IEDM? Quels sont les projets dans lesquels vous investissez? Et pour toi, quelle est la place de la micronutrition au sein de notre système de santé actuel? Je suis moi très optimiste sur le développement de la micronutrition. D'abord, il faut savoir que c'est une discipline relativement jeune, et puis ça fait une vingtaine d'années qu'elle se développe avec un développement fracassant, quoi, parce que quand on dit les gens ne savent pas trop ce que c'est que la micronutrition, mais j'ai vu l'évolution. Il y a 10 ans, 8 personnes sur 10 ne connaissaient pas le terme. Aujourd'hui, je rencontre très rarement quelqu'un qui ne sait pas que ça existe. Quand on dit est-ce que vous avez entendu parler du terme micronutrition, les gens disent oui, je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'ai entendu. En général, ils ne savent pas trop ce que c'est. Voilà, mais ils ont entendu. Donc ça veut dire que quelque part un mot est arrivé et est porté à la connaissance des gens. Alors effectivement, c'est une approche qui va dans l'évolution de la médecine d'aujourd'hui, qui est plutôt en train de s'orienter vers la médecine personnalisée. Donc on est dans une approche beaucoup plus en association du curatif avec le préventif. On est devant une approche beaucoup plus individualisée par rapport aux besoins de chacun, et on est dans une approche participative également, où on a besoin de considérer le patient comme un acteur de sa santé, dans lequel on va l'aider à effectivement de mettre en place des stratégies pour qu'il améliore sa santé, qu'il devienne le propre acteur, et qu'on puisse, au-delà des traitements qui sont utiles lorsqu'on est malade, pouvoir mettre en place des modifications des habitudes de vie qui sont incontournables si on veut véritablement agir sur les maladies chroniques, sur les maladies de civilisation. Moi, j'ai une confiance dans l'avenir de la micronutrition, et en tout cas dans le travail que l'on fait à l'IEDM, on est de plus en plus demandé pour effectivement participer à l'élaboration de programmes universitaires en France et beaucoup à l'étranger. Beaucoup à l'étranger. On aime beaucoup cette discipline française à l'étranger. Très bien, c'est parfait. Longue vie à la micronutrition alors. Voilà. Au nom de la communauté de la micronutrition 2.0.com, je tenais à te remercier encore une fois de nous avoir fait l'honneur de ta présence avec nous aujourd'hui. J'espère que tu interviendras de nouveau pour nous faire bénéficier de tes connaissances en tant qu'expert en micronutrition. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour terminer cette interview? Oui, j'ai un petit mot de fin. D'abord, pour te féliciter de l'initiative que tu as eue personnellement d'initier ce blog que personnellement je trouve très intéressant. Pour la diffusion des idées qui sont dans ce blog, tu as tout le soutien de l'IEDM, et nous allons mettre en avant la présence de ce blog sur le site de l'IEDM, ça c'est certain. Et en tout cas, c'est bien que des professionnels de santé comme toi, puisque tu es pharmacienne, qui a suivi toutes les formations et qui est devenue une passionnée de la micronutrition, passionnée, puisse s'investir pour effectivement contribuer au développement de cette matière. Et je voulais t'en remercier. Écoute, ça me touche, je suis flattée, merci beaucoup. Et alors on peut conseiller donc à tous nos lecteurs, à tous nos abonnés de contacter l'IEDM s'ils souhaitent en savoir un peu plus sur la micronutrition. On espère que cette discussion vous aura donné envie d'en apprendre un peu plus. Et quant à moi, je vous retrouve sur le blog et sur la chaîne YouTube. On vous dit à bientôt. Au revoir.